Bonsoir à toutes et à tous. Je suis le conteur. Et je suis ici pour vous aider à vous endormir avec ces histoires d'horreur d'ex-partenaires. Alors avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de mettre un j'aime sur la vidéo. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez ceci. Alors laissez-le en commentaire. Quand vous serez prêt, installez-vous confortablement et détendez-vous. Je m'appelle Vanda, j'ai 27 ans et je suis journaliste. Je vis actuellement au Nevada. J'ai toujours été assez timide. Le genre de personne qui préfère rester silencieuse et ne pas attirer l'attention. En vérité, je passe la majeure partie de mon temps absorbé par mon travail et, pour être franche, je n'ai pas beaucoup d'amis. Depuis toute petite, la couleur de ma peau, je suis albinos, m'a toujours fait me sentir différente. Et en plus, parler avec les gens me causait beaucoup d'anxiété. Donc bon, je n'ai jamais eu vraiment d'expérience amoureuse. Honnêtement, je voyais l'amour comme quelque chose de lointain, d'inaccessible. Je pensais que dans ce monde, il n'y avait pas une seule personne qui pourrait vouloir être avec moi. Mais tout a changé quand j'ai rencontré Jonas. C'était un homme assez impressionnant, grand et fort, mais avec une personnalité charmante et très amicale. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il avait déjà une vie très stable, avec une famille immense qui l'adorait et le soutenait en tout. Et dès le début, cette assurance en lui m'a profondément touché. Ce qui est curieux, c'est que même si, dans ma tête, je pensais qu'il était impossible qu'un homme comme lui s'intéresse à moi, à ma grande surprise, c'est lui qui a fait le premier pas. Je n'oublierai jamais ses attentions, ses petites surprises, les fleurs, les cadeaux coûteux, son envie de me faire sentir spécial et de passer plus de temps avec moi. Mais lorsqu'après une semaine, il m'a avoué qu'il avait des sentiments pour moi, je lui ai dit non. Ce n'était ni par dédain ni par mépris. C'est juste que je sentais que tout allait trop vite et que, peut-être Jonas se lasserait rapidement. Tu sais, j'avais l'impression que cette vitesse me dépassait, mais lui ne s'est pas découragé. Pendant plus de 6 mois, il a insisté avec moi, jusqu'à ce que je prenne mon courage à 2 mains et que j'accepte de devenir sa petite amie. Ce fut un moment incroyable. Quand j'ai enfin vu cette joie dans ses yeux, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé, comme si je comprenais enfin ce que cela signifie d'aimer. Jonas était quelqu'un de très sensible, très affectueux, et il faisait attention à moi dans chaque petit détail, surtout en ce qui concerne ma santé et mon bien-être. Un après-midi, alors que je terminais ma journée de travail plus tôt, j'ai décidé de lui faire une surprise à son bureau. La porte n'était pas verrouillée. Alors je suis entré facilement. Quand mes yeux se sont posés sur sa silhouette affairée, j'ai senti des papillons dans le ventre. Une joie très intense qui a fait battre mon cœur très fort et très vite dans ma poitrine. Je ne pense pas que Jonas savait que j'étais juste derrière lui à l'observer, et je ne voulais pas lui dire tout de suite. Je voulais juste continuer à le contempler pendant qu'il travaillait. À ce moment-là, j'ai entendu une conversation qu'il avait avec sa mère. Il semblait parler d'une affaire de famille, mais quelque chose a capté puissamment mon attention. Leur voix, en particulier celle de Jonas, était totalement différente. Sa voix était froide, distante, comme si ce n'était pas lui. Cette voix sans émotion, cette attitude étrange m'ont totalement troublé. J'étais tellement absorbé par mes pensées que je suis resté là, immobile pendant un long moment. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Jonas se retourne et me voit. L'expression sur son visage était un mélange de surprise et de confusion. Il m'a demandé d'expliquer pourquoi j'étais là et ce que j'avais entendu. Son attitude défensive m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose d'étrange. Mais après que je lui ai tout expliqué, son comportement a changé et il m'a prise dans ses bras, comme s'il voulait me protéger. Nous avons fini par dîner ensemble et la soirée s'est déroulée paisiblement. Le lendemain, nous étions dans le salon, en train de regarder la télé, quand Jonas a pris ma main et m'a dit qu'il voulait que je rencontre sa famille le week-end suivant. Je suis restée silencieuse, incapable de prononcer un mot, car je ne savais pas à quoi m'attendre. Il a remarqué mon silence et a répété son invitation avec un sourire. Mais alors, je lui ai demandé « Est-ce que tes parents savent que je suis albinos ?» Et il m'a répondu que oui, qu'il leur avait déjà raconté et qu'ils étaient impatients de me rencontrer. J'étais nerveuse, vraiment.
Mais Jonas semblait très confiant, et cela m'a un peu rassuré. Il m'a dit que ses parents n'auraient aucun problème avec ma condition et qu'il adorait l'idée de me connaître. Et avec ce ton si convaincant et rempli d'amour, j'ai fini par accepter. Je suis parti avec lui dans son village, un endroit petit et isolé à quelques heures de la ville. Tout là-bas avait une atmosphère différente, plus calme, mais très étrange. Quand nous sommes arrivés, la mère de Jonas, une femme âgée nommée Aura, est sortie pour m'accueillir et m'a donné une étreinte, comme si elle me connaissait depuis toujours. C'était comme si on se connaissait depuis toujours. Son père, Monsieur Ben, nous, quant à lui, se tenait dans un coin, souriant sans dire grand-chose. Cependant, avant même que je puisse me présenter officiellement, ils m'ont bombardé de toutes sortes de questions. Mais ce n'étaient pas les questions classiques que des beaux-parents posent pour mieux te connaître. Non, elles portaient surtout sur ma santé et ma condition, ce qui m'a un peu déstabilisé, et bien sûr, aussi mise mal à l'aise. Mais Jonas m'a expliqué que ses parents savaient déjà tout sur moi et qu'ils étaient inquiets pour mon bien-être. Et cela m'a permis de m'ouvrir un peu plus à leur intérêt. Le dîner a été encore plus étrange. La maison était pleine de détails bizarres et, parmi les choses que j'ai remarquées, il y avait le fait que la domestique et le chauffeur étaient eux aussi albinos. La domestique avait toujours un sourire inquiétant, et le chauffeur, bien qu'il ne dise rien, semblait très distant. Depuis mon arrivée, il n'a pas prononcé un seul mot. Les jours passés dans cette maison étaient profondément étranges. Le plan était de rester là pendant environ 10 jours. Cette nuit-là, alors que Jonas dormait paisiblement, il m'était impossible de trouver le sommeil. Je me suis donc levé et suis descendu à la cuisine pour chercher un peu d'eau. Mais à peine avais-je refermé le réfrigérateur que, soudain, la mère de Jonas se tenait déjà derrière moi, riant d'une manière très étrange, comme si cela l'amusait. Je lui ai demandé ce qui se passait et pourquoi elle ne dormait pas, mais sa réponse m'a glacé. Elle m'a demandé si j'avais remarqué quelque chose d'étrange dans la maison. Cette simple question, et surtout le ton qu'elle a utilisé, m'ont figé sur place, pendant qu'elle éclatait de rire. Puis elle m'a tendu un verre d'eau et a dit que cela m'aiderait peut-être à dormir. Ensuite, elle est simplement restée là à me regarder boire, sans rien dire de plus. Quand je suis retourné dans ma chambre, Jonas n'y était plus. La pièce était en désordre, remplie de vieilles photos, de jouets d'enfance et d'objets qui m'ont mis encore plus mal à l'aise. Jusqu'à ce que, dans un coin derrière une étagère, je découvre une boîte rouge. Je l'ai soulevée avec curiosité, et à ma grande surprise, elle contenait une pile de photos. Quand je les ai regardées, j'ai eu un haut le cœur. C'étaient toutes des photos de Jonas avec ses ex-petites amies, et pour une raison inconnue, elles étaient toutes albinos comme moi. Mais il y avait aussi des photos avec des hommes, certaines dans des poses très intimes, ce qui m'a fait comprendre que Jonas était bisexuel. Mais le plus choquant se trouvait dans les 2 dernières photos. La domestique et le chauffeur avaient été ses anciens partenaires. Je n'en revenais pas. Alors, je me suis souvenu de la conversation téléphonique que j'avais surprise entre Jonas et Aura, où ils parlaient de faire venir quelqu'un pour rencontrer la famille ce week-end-là. Ce quelqu'un, c'était moi. J'ai alors compris que tout avait été planifié, qu'ils avaient préparé ce week-end pour me présenter. C'est à ce moment précis qu'il s'est passé quelque chose. Une ombre blanche a filé devant la fenêtre, me faisant sursauter. J'ai failli hurler. Je me suis couverte la bouche sans réfléchir, et j'ai retenu ma respiration pour ne pas faire de bruit. Mais petit à petit, malgré la peur, je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé dehors. C'était le chauffeur qui agissait de manière très étrange, courant d'un côté à l'autre de la cour. Je voulais comprendre ce qu'il faisait ou ce qu'il voulait. Mais tout à coup, mon corps a commencé à se sentir bizarre, et je suis resté paralysé. La dernière image que j'ai en mémoire, c'est celle de moi figé, incapable de bouger, jusqu'à ce que je me réveille. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais assise à la table de la salle à manger, toute la famille en train de manger et de rire comme si de rien n'était. Alors Jonas m'a souri et m'a servi à manger. La domestique est venue me donner un verre d'eau, comme auparavant. Mais son sourire, son expression, était bien plus inquiétante, plus triste, et j'ai compris qu'elle aussi luttait contre quelque chose. Je l'ai regardée
et le verre d'eau était identique à celui qu'elle m'avait déjà donné quelques jours plus tôt, jusqu'à ce que je me souvienne des conversations entre Jonas et Ora, de ces choses qu'il disait à propos d'expérience et de toute cette folie. C'est là que j'ai su que je ne pouvais pas rester ici. Quelque chose n'allait pas. Il m'avait fait quelque chose et jouait avec mon esprit. J'ai essayé de me lever, de crier pour de bon, mais rien, impossible. Alors tout devenait noir et automatiquement, je me retrouvais de nouveau dans la chambre de Jonas, comme si c'était un cauchemar en boucle, comme si quelque chose m'empêchait de m'échapper. Pour vérifier que je n'étais pas en train de rêver, je me suis mordu la main et la douleur m'a ramené à moi. J'ai alors saisi une paire de ciseaux qui traînaient au sol et, dans un acte de désespoir, j'ai couru hors de cette maison. Je voulais fuir, courir de toutes mes forces et ne jamais revenir. Mais au milieu de la fatigue et de la somnolence, j'ai failli perdre connaissance. Pour rester éveillé, je me suis poignardé à plusieurs reprises avec les ciseaux. Environ 5 fois. Chaque fois que je sentais que j'allais m'évanouir, je me piquais avec les ciseaux jusqu'à ce que je réussisse à arrêter un camion. Le conducteur, en me voyant couverte de sang, était terrifié, mais j'ai réussi à lui raconter mon histoire du mieux que j'ai pu. Grâce à Dieu, il m'a aidé. Il a appelé la police, et quand les agents sont arrivés, ce qu'ils ont découvert dans cette maison était terrifiant. Des preuves claires montraient que Jonas et sa famille enlevaient des personnes albinos depuis des années, les utilisant comme cobayes, convaincus que nous possédions des propriétés surnaturelles. Ils avaient une vision totalement déformée de notre condition. Ils croyaient que les albinos avaient des pouvoirs magiques et qu'ils portaient de chance. C'est pourquoi ils voulaient nous garder près de chez eux comme des talismans vivants. Le pire, c'est que cette croyance remonte à certaines tribus africaines qui mutilent même les enfants albinos, leur coupant les membres pour les utiliser comme porte-bonheur. Un peu comme une patte de lapin, une chose monstrueuse. Heureusement, j'ai réussi à m'en sortir vivante. La police a arrêté toute cette famille, et dans le sous-sol, ils ont trouvé 2 autres filles dans un état aussi lamentable, voire pire que le mien. L'une d'elles était entre la vie et la mort, mais grâce à Dieu, elle a survécu. Elle avait été retenue prisonnière pendant 7 ans, constamment droguée et nourrie juste ce qu'il fallait pour rester en vie. Je ne peux que remercier Dieu d'être en vie, vraiment, de m'avoir donné la chance de m'échapper à temps. Je n'arrête pas de me demander ce qui se serait passé si je n'avais pas découvert ce qu'il faisait. Il m'aurait utilisé comme les autres. C'est quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. À vrai dire, j'ai encore du mal à croire que tout cela ait été réel. J'espère seulement que si quelqu'un écoute ou lit ceci, il comprenne qu'aujourd'hui, on ne peut pratiquement faire confiance à personne. Et quand ton intuition te dit que quelque chose ne va pas, c'est sûrement parce que c'est vrai. Je m'appelle Glenda, j'ai 32 ans, je suis mère célibataire et ma petite Alita a 4 ans maintenant. Nous vivons dans une petite maison à Boston, près de la plage, et je travaille dans un hôpital en tant qu'infirmière. Heureusement, avec ce que je gagne, je peux lui offrir une vie normale. Et Alita est ce que j'ai de plus précieux. C'est elle qui m'a permis de me relever, après un moment très difficile que j'ai vécu il y a environ 4 ans. Je vais te mettre dans le contexte. Il y a quelques années, j'étais marié à un homme nommé Sean. Il avait 3 ans de plus que moi, et c'était un entrepreneur très prospère. En plus, il adorait m'offrir des fleurs, à un niveau presque irréel de tendresse. Peu après notre mariage, au bout de 5 mois, j'ai découvert que j'étais enceinte. Imagine la joie. Sean est devenu fou de bonheur. Il a pleuré comme un bébé et m'a serré dans ses bras si fort que j'ai cru qu'il allait m'étouffer. Il a pris soin de nous avec énormément d'attention, me procurant tout ce dont j'avais besoin, ainsi que tout ce qui était nécessaire pour le bébé à venir. Quand nous avons atteint la 20e semaine, nous avons commencé à organiser une fête pour révéler le sexe du bébé. Nous avons parlé au médecin, nous nous sommes assurés que tout allait parfaitement bien, puis nous avons préparé chaque détail, couleurs, décoration, jeux et bien sûr, les cadeaux pour les invités. Ma meilleure amie Lina s'est chargée du gâteau contenant le résultat, dissimulé dans un papier que lui avait remis le médecin. L'idée était qu'elle le place dans le gâteau et qu'elle le casse lors de la
fête pour révéler le sexe du bébé. La fête a eu lieu près de la piscine, derrière notre maison, et tout le monde était là, amis, associés et collègues de Sean. Certains m'étaient totalement inconnus, mais par courtoisie, je les saluais avec le sourire. En vérité, tout semblait parfait et joyeux. Les gens étaient enthousiastes, et pour être honnête, un peu nerveux, nous avions fait beaucoup d'efforts pour que tout soit parfait. Je me souviens avoir remarqué une femme nommée Maria. Elle était magnifique, très élégante, avec une robe blanche assez ample. Elle m'a dit qu'elle était elle aussi enceinte de 20 semaines. Nous avons discuté un moment, partagé nos histoires, et même si je ne voyais pas clairement son ventre, le fait qu'elle attendait un bébé m'a profondément ému. D'une certaine façon, je comprenais ce qu'elle ressentait. L'ambiance de la fête était emplie de bonheur, ou du moins c'est ce que je croyais. Jusqu'au moment où il a fallu casser le gâteau. J'étais nerveuse, je tremblais un peu, mais j'étais impatiente de savoir. Tout le monde a compté jusqu'à 3, et nous avons fendu les gâteaux en même temps. Et lorsque j'ai coupé le mien, un liquide rouge a jailli, ce qui m'a laissé totalement figé. Les gens ont commencé à applaudir et à crier, pensant que c'était une farce amusante. Même des confettis roses ont été lancés. Tout le monde croyait que c'était une révélation pour une fille, et en partie, moi aussi j'ai voulu croire que tout allait bien. Mais quelque chose d'étrange s'est produit à cet instant. Lorsque j'ai fini de couper le gâteau, une petite main en est sortie, puis du sang a commencé à couler au lieu de la garniture habituelle. L'horreur m'a envahi, à tel point que j'ai eu des vertiges, et que mon cœur s'est mis à battre à 1000 à l'heure. La scène était totalement surréaliste, c'était une petite main de bébé blanche fermée en poing. C'était horrible. Alors tout le monde s'est tu. L'ambiance est devenue glaçante en quelques secondes, et j'ai senti une angoisse immense m'envahir. À ce moment-là, une forte odeur de sang flottait dans l'air, une odeur impossible à ignorer. Puis, en plein état de choc, quelqu'un a commencé à rire follement, mais ce n'était pas un rire normal, c'était quelque chose de totalement incontrôlable. Tout le monde a baissé les yeux. Et là, parmi les invités, se tenait Maria, cette femme qui semblait si calme quelques minutes plus tôt, mais qui maintenant avançait avec une expression démente. Elle nous a regardés, Sean et moi, avec une haine profonde, et d'une voix rauque et dissonante, elle a dit « Qu'en penses-tu, Sean ?» C'était ton bébé. Elle aussi était une fille, et elle avait 20 semaines. Comment t'expliquer? Littéralement, cette femme pointait le sol, où se trouvait cette minuscule main ensanglantée, en affirmant que c'était l'enfant de Sean. Mon monde s'est transformé en un brouillard, à cet instant précis, et le visage de mon mari, qui semblait lui aussi confus, est devenu livide. Je ne faisais que regarder sans comprendre. Mais ce qui s'est passé ensuite fut encore pire. Maria a commencé à rire de manière incontrôlable, comme elle l'avait déjà fait, puis elle a soudainement ouvert son sac à main et en a sorti le corps ensanglanté d'un bébé, gros comme une banane, qu'elle a levé bien haut. La panique s'est emparée des invités, et moi, à cet instant, je me suis agrippé le ventre, le cœur battant à 1000, incapable de rester debout. J'ai senti que je perdais le contrôle, et tout est devenu flou. La dernière chose dont je me souviens, c'est que je tombais dans un long tunnel d'obscurité. Ensuite, quand j'ai repris conscience, tout semblait étrange. Une ombre noire terrifiante obscurcissait ma vue, et j'ai commencé à entendre les pleurs d'un bébé. Quand j'ai enfin repris contact avec la réalité, j'étais à l'hôpital, avec ma mère à mes côtés en larmes. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai commencé à découvrir peu à peu la vérité. Maria était la maîtresse de Sean depuis longtemps. Il me trompait avec cette fille depuis tout ce temps. Il s'est avéré que nous étions toutes les deux enceintes en même temps. Et quand Sean a su qu'elle attendait un bébé, au lieu d'assumer ses responsabilités, il l'a battue violemment. Les coups qu'elle a reçus ont provoqué une fausse couche, ce qui lui a laissé des blessures émotionnelles qui ne se sont jamais refermées. Apprendre cela m'a non seulement donné la nausée, mais m'a brisé le cœur. En tant que mère, je ne peux même pas imaginer toute la douleur que Maria a dû traverser. Sean a finalement été condamné à 15 ans de prison pour ce qu'il a fait. Et après tout cela, j'ai déménagé à Boston pour recommencer une nouvelle vie. Mais les cauchemars ne sont jamais partis. Je rêvais toujours de ce bébé.
sans même savoir s'il avait vraiment existé. Jusqu'à ce qu'Alita, ma petite fille, naisse. Et aujourd'hui, nous allons bien toutes les deux, mais cette nuit-là, à la fête. Les souvenirs me hantent encore. L'image de ce bébé dans le gâteau, ce rire dément, cette ombre noire qui revient dans mes rêves. Je n'arrive pas à les oublier. Je m'appelle Selena, j'ai 24 ans. Je vis au Texas et je suis pargale. Tu sais, je travaille dans une boutique. Cela s'est produit quand j'étais en couple avec mon ex, Victor, depuis presque 2 ans. Il avait quelques années de plus que moi, 28. Il était passionné de photographie et portait toujours son appareil avec lui. Dans ma chambre, il y avait plein de ses photos, des portraits artistiques, des scènes étranges, certaines même très sombres. Il adorait tout faire lui-même, prendre les photos, les développer, les retoucher. Il ne sortait jamais sans son appareil et cherchait sans cesse ces clichés magiques que lui seul savait capter. La vérité, c'est qu'il adorait son travail, et ça me plaisait aussi, même si dernièrement, son emploi du temps était si chargé qu'il n'avait plus une minute à lui. Mais enfin, on a réussi à passer quelques jours tranquilles ensemble. Puis il m'a dit qu'il avait le cou très raide et qu'il avait mal. J'ai pensé que c'était à cause des longues heures passées avec l'appareil ou en séance photo. Alors je lui ai conseillé de ralentir un peu et c'est ce qu'il a fait. Il a cessé d'accepter des commandes et s'est consacré à développer des photos chez nous pour les envoyer à ses clients. Jusque-là, tout allait bien. Un jour, Victor a commencé à développer des photos prises dans son ancien lycée, le même établissement où il avait étudié adolescent. Il avait été engagé pour photographier un groupe de diplômés et il avait accepté. Ce qu'il ne savait pas, c'est ce que ces photos allaient révéler. Toutes les images étaient très étranges, avec des lignes lumineuses qui les traversèrent d'un côté. Mais quelque chose dans ces lignes me donnait la chair de poule. Victor les avait vérifiées dans l'appareil et elles étaient parfaites. Mais lors du développement, les lignes apparaissaient quand même. Il n'y croyait pas. On a pensé que c'était un problème du processus. Alors il les a redéveloppées. Et cette fois, les lignes avaient disparu, ce qui était encore plus étrange. Franchement, en les regardant de près, un frisson m'a parcouru. Sur chacune d'elles, on distinguait la présence d'une femme qui, je ne sais comment l'expliquer, semblait apparaître dans toutes les prises. On ne voyait que sa silhouette, une forme pâle, au visage flou et aux yeux sombres, impossibles à définir. Elle avait de longs cheveux en désordre, et c'était comme si elle nous regardait à travers les photos, toujours dans un coin de l'image, comme si elle nous observait. J'ai montré ces photos à Victor, et quand il s'en est rendu compte, il a eu peur. À cet instant, l'atmosphère a changé, comme si quelque chose de très troublant avait pénétré notre maison. Nous sommes restés silencieux, sans dire un mot, sentant juste cette étrange tension dans l'air. On nous avait déjà parlé d'histoires de photos avec des phénomènes étranges, des apparitions ou des esprits, mais je n'aurais jamais cru voir cela de mes propres yeux, et dans autant de clichés à la fois. Le reste de la journée, Victor n'a plus prononcé un mot. Il était extrêmement silencieux, comme s'il était en transe, avec un visage fatigué et distrait. Le lendemain matin, j'ai décidé que nous devions chercher de l'aide. Alors, nous sommes allés dans un magasin spécialisé dans le développement photo. En ville, il leur a montré les clichés, bien qu'ils aient cette ligne étrange dans un coin, et le propriétaire nous a dit qu'ils étaient très endommagés, qu'il ne pouvait rien faire pour les restaurer. L'homme a regardé les photos avec une expression étrange, et quand il a vu l'ombre de la femme que nous avions déjà remarquée, quelque chose a changé dans son regard. Il nous a dit quelque chose que nous n'avions jamais entendu auparavant, que les fantômes, ou ces énergies que nous ne pouvons pas voir, étaient toujours là, autour de nous sous différentes formes, parfois des proches, des amis, mais aussi des démons, et qu'ils ne partaient jamais. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, et j'ai eu un frisson glacial. Victor aussi semblait préoccupé, mais il ne disait rien. On nous a demandé de revenir dans quelques jours pour récupérer les photos, et sur le chemin du retour, l'ambiance était pesante et silencieuse. En vérité, j'ai préféré ne pas rentrer tout de suite, et j'ai proposé à Victor qu'on aille dans un parc à la place. Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes donné la main. Nous avons marché un peu et parlé, essayant de nous détendre. Je lui ai dit que j'aimerais qu'il me prenne en photo,
et il a accepté. Mais au moment où j'ai levé la caméra pour poser, quelque chose a changé dans son regard. Victor est soudain devenu très tendu, comme pris de panique. Il a alors attrapé l'appareil et m'a regardé avec une peur totale, comme s'il avait vu quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je l'ai regardé, surprise, et je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais il n'a rien répondu. Il a commencé à vérifier la caméra, puis, sans un mot, il s'est précipité vers la voiture et m'a emmené en vitesse. Nous sommes rentrés avec un sentiment très mauvais que je n'arrivais pas à chasser. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner comme d'habitude, essayant que tout se passe normalement. J'ai parlé à Victor, qui avait l'air très fatigué, comme si toute cette tension l'avait complètement vidé. Je lui ai dit que sûrement, tout cela l'affectait, le stress, les photos, le travail et toutes ces choses étranges. Cette nuit-là, Victor est allé se coucher très tôt. Incapable de dormir, je suis descendu chercher un peu d'eau. En sortant de la chambre, j'ai entendu un bruit étrange venant de la salle de développement, cette pièce qu'il utilisait pour travailler. La porte était entr'ouverte. Alors, je me suis approché, mais en l'ouvrant, je suis resté paralysé. Là, au-dessus de l'évier où Victor gardait toujours ses solutions de développement, j'ai vu une scène que je ne pourrai jamais oublier. Des bulles remontaient à la surface, et une tête avec de longs cheveux noirs émergeait lentement de l'eau. Mon cœur battait à 1000 et je respirais à peine. Ce n'était pas un rêve. La tête semblait être celle d'une femme avec des yeux remplis de ressentiment. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, 2 mains en sont sorties brusquement et ont saisi les bords de l'évier. Mais en une seconde, la tête a disparu. J'ai sauté en arrière terrifié, trébuchant et tombant à genoux, le cœur à vif. J'ai tenté de me convaincre que ce n'était qu'une hallucination, sûrement causée par le stress. En me retournant, je n'ai pas vu Victor. Il était assis près de la fenêtre, regardant dehors, perdu dans son monde, comme si de rien n'était. Je me suis approché très doucement, sans rien dire, et puis je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a répondu, d'une voix fatiguée et confuse, que son cou le faisait toujours souffrir et que cela l'empêchait de dormir. Le lendemain matin, nous avons décidé d'aller chez le médecin pour faire examiner son cou. Les résultats étaient surprenants. Tout était parfaitement normal. Le médecin lui a prescrit des médicaments et nous a simplement conseillé de rester attentif. Rien de plus. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés au magasin photo pour récupérer les anciens tirages. Le propriétaire, le regard grave, les a emballés sans dire grand-chose. Il nous a seulement dit de les consulter chez nous. Ce que nous avons fait une fois à la maison, et quand j'ai vu ces photos, j'ai été sous le choc. La silhouette de cette femme était plus nette. Son expression montrait maintenant de la haine, et ses yeux semblaient remplis de colère. Mon cœur battait fort, et Victor, sans réfléchir, a commencé à brûler toutes ses photos, paniqué et furieux. Il a ensuite appelé son client pour s'excuser et lui proposer autre chose, car ces images ne pouvaient pas continuer d'exister. Cependant, dès ce moment-là, Victor a commencé à aller de plus en plus mal. Il est resté chez nous, et sa santé physique et mentale s'est rapidement dégradée. On le voyait parfois crier, demander aux gens de s'éloigner de sa vie. Et à certains moments, je l'ai entendu pleurer en silence ou hurler en pleine nuit, suppliant qu'elle parte et qu'elle le laisse en paix. De mon côté, j'ai organisé mon emploi du temps et j'ai décidé qu'il valait mieux faire un voyage avec lui dans un endroit proche de la ville pour qu'il puisse se détendre. Peut-être que cela soulagerait aussi la douleur dans son cou. Pendant quelques jours, cela a fonctionné, mais cette tranquillité n'a pas duré longtemps. À un moment donné, tout est devenu horrible. Nous roulions sur une route et à un feu, j'ai vu une fillette en uniforme scolaire traverser. Le feu était vert pour elle, et j'ai rappelé à Victor de ralentir. Mais lui, les yeux rouges comme possédé, a serré le volant de toutes ses forces. Et soudain, il s'est mis à hurler. « Je t'ai dit de sortir de ma vie !» C'était comme dans un cauchemar. Il a accéléré la voiture. Avant que je puisse réagir, nous avons percuté la fillette, et le choc a été terrible. Victor a perdu le contrôle, et nous avons fini encastrés dans un poteau. La petite fille est restée là, le visage couvert de sang et le corps affreusement tordu. Je n'ai eu le temps que de voir cette scène quelques secondes avant, de sentir une douleur à la tête qui m'a presque fait perdre connaissance.
quand je me suis réveillé, j'étais au sol, complètement sonné. Et Victor, lui aussi, semblait absent. Il n'arrivait plus à bouger ses membres. J'ai dû l'aider à marcher en fauteuil roulant pour aller le voir à l'hôpital. Depuis ce jour, Victor a commencé à me raconter des choses terribles. Il disait qu'il savait pourquoi tout cela arrivait. Au lycée, il avait une petite amie qui s'appelait Bethany et qu'ils prenaient souvent des photos ensemble, des souvenirs de leur adolescence. Mais un jour, il a appris que Beth se faisait harceler par 2 de ses amis. Et dans son immaturité, au lieu de la défendre, il était resté là à rire et à prendre des photos, comme un simple spectateur. Bethany, désespérée, après des années de harcèlement scolaire, s'est suicidée le jour de ses 17 ans, et depuis, Victor pensait qu'elle était toujours avec lui, dans les photos qu'il prenait et dans son esprit. Et pour couronner le tout, il affirmait que ce soir-là, il avait vu Bethany dans l'adolescente qui traversait la rue, sur cette même rue où nous avions eu l'accident. Il sentait qu'elle le faisait payer pour ses erreurs passées. Dans sa détresse, il croyait qu'elle empêchait aussi ma vie à moi d'avancer. Et avec cela en tête, il a commencé à s'éloigner de plus en plus de moi. Tu sais ce qui m'a achevé? Quelques mois plus tard, en nettoyant chez lui, j'ai trouvé une photo. Une de plus parmi celles qu'il prenait en cachette. C'était une photo de lui. Et sur son épaule, on distinguait clairement la silhouette d'une fille aux yeux pleins de haine. C'était sûrement Bethany, qui le regardait avec colère et rancune. Je n'en revenais pas. Cette photo, cette présence, était toujours avec lui, comme si elle l'avait suivi jusque dans sa maison à travers ces clichés qui semblent, parfois, avoir une vie propre. Et maintenant, chaque fois que je repense à tout ça, j'ai des frissons. Il y a des choses que je n'aurais jamais imaginé voir, même en rêve. Les gens disent que ce genre de choses n'existe pas. Mais moi, je l'ai vécu, et cette ombre me hante encore l'esprit. Je n'aurais jamais cru qu'une fille magnifique pourrait presque me tuer. Je m'appelle Jake, j'ai 33 ans, et cela m'est arrivé il y a environ 8 ans. À l'époque, j'étais complètement passionné par l'amour. J'utilisais Tinder depuis mes 18 ans. Donc j'avais rencontré beaucoup de filles sur cette appli. Certaines étaient devenues des amies, mais je cherchais toujours quelque chose de plus sérieux, une vraie copine. Un après-midi, j'ai reçu une notification. C'était une fille nommée Amber qui voulait me rencontrer. La première chose qui m'a surpris, c'est à quel point elle était belle sur sa photo de profil. La beauté d'Amber m'a immédiatement impressionné. Quelque chose qui ne m'arrivait pas souvent avec ces applications. On a commencé à échanger des messages et au 5e ou 6e message, elle a proposé qu'on se voie. Mais c'est là que ça a commencé à devenir étrange. Elle a dit qu'elle voulait que je vienne chez elle, au lieu d'aller dans un café ou un endroit public. Évidemment, cette idée m'a rendu nerveux. Je ne vais pas mentir, mais une part de moi avait envie de voir ce qui allait se passer. Alors je lui ai proposé qu'on aille d'abord dans un bar pour discuter un peu, et si tout se passait bien, on pourrait ensuite aller chez elle. Amber a accepté, mais quelques minutes plus tard, elle a changé d'avis et a déplacé le rendez-vous au lendemain soir, dans un autre bar, à une heure différente. Pour une raison que je ne saurais expliquer, cela me rendait encore plus curieux. La sincérité avec laquelle Amber abordait tout était assez inhabituelle, et c'est pour ça que j'ai passé une soirée géniale. Cette fille était unique, avec une assurance qui m'a totalement captivé. Le lendemain, je me suis levé super excité. Je voulais bien m'habiller, car cette soirée allait être importante. Et en même temps, j'étais plus nerveux que jamais. Au travail, je n'arrivais pas à me concentrer. Je ne pensais qu'à elle. Je suis donc arrivé au bar environ 10 minutes en avance. Et quand elle est entrée, un frisson m'a parcouru et m'a figé une seconde. Amber n'était pas seulement magnifique, elle avait un style bien à elle. Elle portait une robe noire en cuir à col montant, qui arrivait presque aux genoux et lui collait à la peau comme une seconde peau. Elle portait aussi de longs gants et des bottes en cuir brillant. Tout chez elle respirait le mystère et l'élégance. Elle a scruté la table avec attention, s'assurant que tout était parfait, puis elle s'est assise. Elle m'a regardé et a souri. Je suis très germophobe, y a-t-elle dit avec un calme qui m'a surpris. Les bactéries me dégoûtent. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire bêtement, sans vraiment comprendre ce qu'elle voulait dire. Mais sa présence m'avait totalement envoûté. Quelques secondes plus tard,
J'ai balbutié en lui demandant ce qu'elle voulait boire. Elle n'a pas répondu tout de suite, s'est levée et s'est dirigée vers le bar. En revenant avec une bouteille de vin et de verre, elle les a posés sur la table, a rempli les verres, puis a levé le sien en m'invitant à faire de même. Elle a vidé son verre d'un seul trait pendant que je restais bouche bée à la regarder. En vérité, Amber était incroyablement attirante. Chaque fois qu'elle bougeait ses cheveux, j'avais l'impression que tout le monde autour de nous la regardait avec envie ou admiration. La conversation coulait naturellement, entre rires et quelques tapas que nous avons commandés. Nous avons fini la bouteille. Je ne suis pas un grand amateur de vin, et en plus, je ne le supporte pas très bien. Mais ce jour-là, tout semblait différent. Je commençais à me sentir un peu étourdi, alors qu'elle restait parfaitement sobre, ce qui m'intriguait encore plus. Déjà bien éméchée par le vin, je lui ai proposé qu'on aille chez elle, où, comme prévu, elle, sans perdre son sourire, s'est redressée et s'est penchée vers moi. « Tu dois te doucher », a-t-elle dit calmement. « Et ce n'est pas pour être méchante, mais tu dois te laver, tu comprends ?» Elle m'a tendu les clés de la voiture, et sans grande motivation. Je me suis installé sur le siège passager, l'alcool commençant à faire effet. Quand je me suis réveillé, nous étions déjà arrivés dans une petite maison au bout d'une rue, et Amber m'a remis une série de règles sur la façon dont je devais rester propre, et comment je devais me comporter. Évidemment, j'ai hoché la tête sans trop réfléchir, l'esprit embrouillé par le vin. Une fois sur place, elle m'a dit que je devais me doucher immédiatement. Et bien sûr, la douche était juste devant elle. Comme j'étais à moitié ivre, je ne pouvais presque plus penser et je me sentais très gêné. Dans les films, c'est souvent la fille qui est en position de faiblesse, mais dans mon cas, c'était Amber qui avait tout le contrôle. Elle a mis mes chaussures et mes vêtements dans un sac plastique noir. Je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé ensuite, mais je me suis réveillé avec une douleur atroce au bras. J'étais allongé dans la baignoire, le bas du corps fermement attaché. J'ai secoué la tête pour essayer d'y voir plus clair, et je me suis rendu compte que j'étais enveloppé dans du plastique, une sorte de film transparent. Amber était assise sur moi, tenant un petit couteau à fruits. Elle a levé le couteau et l'a approché de mon visage, à peine à un demi-centimètre de mon œil. J'ai crié, complètement paralysé, et elle s'est mise à rire de bonheur. Avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, elle a coupé le plastique avec le couteau, me blessant au mollet. La douleur était si forte que j'ai vomi, sans pouvoir me contrôler toute la batte et le vin que j'avais dans l'estomac. Le plastique enserrait ma jambe à tel point que j'avais l'impression que tout mon corps allait s'effondrer sous la douleur et la nausée. L'odeur dans la pièce était insupportable. Et au milieu de tout cela, elle est allée s'asseoir dans un coin, haletante, avec une expression de choc sur le visage, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de faire. Avec toute la force que j'ai pu rassembler, j'ai réussi à déchirer une partie du plastique et à m'échapper, bien que ma main droite et mes jambes me fassent atrocement souffrir. J'ai à peine pu ouvrir un petit passage, juste assez pour me déplacer lentement. Je me suis précipité vers le salon, mais l'alcool et l'épuisement m'ont fait glisser. J'ai cherché le téléphone et, sans réfléchir, j'ai appelé la police. « À l'aide, une fille vient de m'attaquer », ai-je dit désespérément, la voix tremblante. Je ne sais pas exactement où je suis, mais elle me poursuit. Avant même que je puisse finir ma phrase, un coup de batte de baseball m'a frappé la main, faisant tomber le téléphone au sol. C'était Amber, les yeux remplis de rage. Elle s'est approchée de moi, furieuse. Pris de panique, je suis entré dans la cuisine et, dans un sursaut de folie, j'ai attrapé des ciseaux et j'ai commencé à trancher ce plastique horrible qui me collait, encore à la peau. Amber s'est mise à courir après moi, mais elle semblait hésitante, peut-être à cause de la saleté sur moi ou de mon état de faiblesse. Alors, dans un ultime effort, j'ai tendu la main et me suis frotté le visage avec le plastique. Elle s'est figée un instant, et ce court instant m'a suffi. J'ai rassemblé toute la rage et l'énergie qu'il me restait pour la repousser, violemment et m'enfuir vers la rue. J'étais en sueur, tremblant, couvert de vomi, étourdi et blessé, mais mon instinct de survie prenait le dessus. La police est arrivée après environ 10 minutes, et des ambulanciers m'ont rapidement pris en charge. C'était un moment horrible. Cette même nuit,
Les agents ont découvert qu'Amber était en réalité une jeune femme atteinte de graves troubles mentaux. Elle avait déjà été suivie pour schizophrénie sévère et troubles de la personnalité multiple depuis plusieurs années. Même si elle avait déjà traumatisé d'autres personnes dans le passé, et c'était la première fois qu'on signalait un comportement aussi violent et dangereux. Les policiers ont trouvé chez elle une grande quantité de plastique, plusieurs couteaux, et dans le fond de son jardin, ce qui semblait être des restes d'animaux emballés, des écureuils, des ratons laveurs et même un oiseau. Tout cela était complètement fou. Il était clair qu'on avait affaire à un esprit profondément dérangé. En voyant tout cela, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si c'était vraiment ce qu'elle avait prévu de me faire. J'ai compris que j'avais eu une chance incroyable de m'en sortir vivant cette nuit-là. Le pire, c'est qu'en raison de sa condition mentale, elle ne serait même pas envoyée en prison. Et moi, je ne serais qu'un type, malchanceux de plus, qui a failli mourir entre les mains d'une folle. Cette expérience m'a profondément marqué. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à faire confiance à qui que ce soit. Et même si les années ont passé, je n'oublierai jamais cette nuit. Il y a quelques années, alors que je n'avais que 22 ans, j'ai tenté ma chance sur un site de rencontres appelé manofish.com. C'était juste quelques mois avant que Tinder ne devienne populaire chez les jeunes, et franchement, j'ai eu une bien meilleure expérience sur cette plateforme. C'était comme si tous les divorcés et les cœurs brisés du monde s'étaient donné rendez-vous sur manofish.com, jouant leur dernière carte pour trouver l'amour en ligne. Ne me méprenez pas, ce n'est pas une critique, ni un jugement, au contraire. J'espère sincèrement que chacun d'eux a trouvé ce qu'il cherchait. Mais pour un jeune de 22 ans, rencontrer des gens sur ce site n'avait rien d'idéal. Oui, j'ai rencontré quelques femmes, mais elles étaient toutes plus âgées que moi et cherchaient des choses très différentes. Cependant, après quelques mois sur le site, j'ai eu l'impression que ma chance changeait. J'ai enfin rencontré une fille adorable, nommée Angelica. En plus d'être belle et charmante, elle avait le même âge que moi et, selon elle, elle était aussi à l'université. Le seul petit problème, c'est que nous vivions dans des villes différentes, mais toujours dans le même état. Malgré cela, j'étais très intéressé. Angelica et moi avons commencé à discuter sur la messagerie du site, puis nous avons échangé nos numéros et avons continué à communiquer par texto. Elle était incroyablement gentille et avait un sens de l'humour formidable. Nous parlions tous les jours, et elle semblait aussi enthousiaste que moi à l'idée de nous rencontrer en personne. Il fallait seulement attendre décembre, lorsque j'aurais mes vacances universitaires. Mais j'étais si emballé que l'attente ne me dérangeait pas du tout. Quand les vacances sont enfin arrivées, la première chose que j'ai faite a été d'acheter un billet pour aller la voir dans sa ville. J'ai aussi réservé une chambre dans un petit hôtel où je comptais rester les 15 jours suivants. Dès mon arrivée en ville, je l'ai appelée pour fixer enfin un rendez-vous. J'étais vraiment très excité à l'idée de la rencontrer. Pour notre premier rendez-vous, je l'ai invitée dans un petit café près de l'endroit où je logeais. Cet après-midi-là s'est merveilleusement bien passé, exactement comme je l'espérais. Elle semblait très heureuse aussi et surtout, il y avait une vraie alchimie entre nous. Ce jour-là, on s'est embrassés pour la première fois et on a convenu de se revoir le week-end suivant. J'avais pensé l'emmener dîner dans un joli restaurant que j'avais repéré au centre-ville, mais elle a eu une idée bien meilleure. Du moins, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Elle m'a dit que ses parents seraient absents ce week-end-là, partis rendre visite à un membre de la famille dans une autre ville, et elle m'a proposé qu'on se voie chez elle samedi après-midi. C'était de la musique à mes oreilles. Je sais que ça peut paraître audacieux, mais dès qu'elle m'a dit que ses parents ne seraient pas là, j'ai tout de suite pensé qu'on ferait peut-être plus que regarder un film et manger une pizza. Je me suis même dit que si je jouais bien mes cartes, je pourrais peut-être rester dormir et prendre le petit déjeuner avec elle, si tu vois ce que je veux dire. Les 2 jours suivants, j'ai attendu le samedi avec impatience. Quand il est enfin arrivé, je suis allé chez elle avec de la pizza et des boissons. Tout s'est déroulé comme prévu. C'était une après-midi parfaite et, le soir venu, elle m'a proposé de rester dormir. Bien sûr, j'ai accepté sans hésiter. Le lendemain matin,
Après une nuit merveilleuse, je me suis réveillé avant elle. Et même si ça peut sembler un peu étrange, je suis resté là, allongé, à la regarder dormir. Elle était si belle que je n'ai pas pu m'empêcher de l'admirer, savourant ce petit moment de triomphe que tu ressens quand tout s'est passé comme tu l'espérais lors d'un rendez-vous. Mais ce sentiment n'a pas duré longtemps. Car quelques minutes plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer brutalement. Sachant que quelqu'un était maintenant en bas, je me suis levé d'un bond pour m'habiller, parce qu'il était hors de question que ma première rencontre avec ses parents soit celle d'un mec à moitié nu dans leur maison, après avoir couché avec leur fille. Quand j'ai sauté du lit, elle s'est aussi réveillée, et en entendant que ses parents étaient rentrés, elle s'est affolée. Elle a paniqué et m'a supplié de me cacher. Au même moment, j'ai entendu des pas monter l'escalier. J'ai attrapé les vêtements que j'avais sous la main et je me suis glissé sous le lit, et très vite, en retenant mon souffle. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte et j'ai vu les pieds d'un homme, que j'ai d'abord cru être son père. Il est entré comme si de rien n'était, mais la manière dont il s'adressait à elle n'était pas celle d'un père à sa fille. Et là, j'ai compris le pire. Ma copine parfaite entretenait en réalité une sorte de relation avec un sugar daddy. À en juger par sa voix et ses chaussures, le gars était nettement plus âgé. Je me suis rendu compte dans quelle situation je m'étais fourré, et l'idée d'être découvert par ce type me terrifiait encore, plus que s'il s'agissait de son père. Puis, j'ai entendu le type dire qu'il allait prendre une douche. Un soulagement. Je savais que pendant qu'il se douchait, j'aurais une fenêtre pour filer discrètement. Dès qu'il est sorti de la chambre pour aller dans la salle de bain du couloir, je suis sorti de sous le lit et j'ai remis le reste de mes vêtements aussi vite que possible. Je lui ai chuchoté. Furieux, mais qu'est-ce que t'avais en tête en me mettant dans une situation pareille? Et elle, simplement, oh mon Dieu, je suis désolé. Je ne pensais pas qu'il reviendrait si tôt. La fille n'a même pas reconnu qu'elle m'avait menti sur le fait de vivre avec ses parents ou sur le fait qu'elle était déjà avec quelqu'un. J'étais furieux, mais je n'ai même pas pris la peine de lui reprocher tout ça. Mon seul objectif, à ce moment-là, c'était de sortir d'ici tant que le gars était encore sous la douche. Je me suis dit que j'avais peut-être 5 minutes de répit pour m'éclipser sans être vu. Mais au moment où je quittais la chambre et descendais les escaliers, le type est sorti de la salle de bain, juste vêtu d'une serviette. On s'est retrouvés face à face, à l'entrée de la chambre. Immédiatement, il m'a lancé « T'es qui, toi ?» Il y a eu un instant de silence, puis il a regardé derrière moi, a vu la fille et a très vite compris. Inutile de dire que j'ai couru pour sauver ma peau. Je me suis précipité dans les escaliers sans attendre sa réaction, mais j'entendais déjà ses cris derrière moi. Quand j'ai atteint la porte d'entrée, j'ai senti qu'on attrapait ma chemise et qu'on me tirait violemment en arrière. Mais j'ai réussi à me libérer et à mettre un peu de distance entre nous. Et là, pendant que je courais dans la rue, j'ai regardé derrière moi. Le gars, immense, musclé, peut-être dans la quarantaine, courait après moi. Totalement nu, avec une expression qui disait clairement « Je vais t'écraser ». Je jure devant Dieu que je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Qu'un type plus grand que moi veuille me frapper était déjà terrifiant. Mais que ce même type, nu et furieux, veuille littéralement m'éclater à coups de poing. C'était un niveau de peur que je ne connaissais pas. À ce moment-là, j'ai commencé à courir aussi vite que je le pouvais. Heureusement, je suis un gars mince et plutôt léger, ce qui m'a donné un petit avantage. Mais il ne faut jamais sous-estimer un homme enragé. Cependant, j'ai fini par ne plus entendre ses pas derrière moi, et la fois suivante où je me suis retourné, il n'était plus là. Peut-être s'est-il rendu compte qu'il courait nu, dans les rues à 9 heures du matin, et a décidé de rebrousser chemin avant qu'un voisin ne contacte la police. Dès que j'en ai eu l'occasion, je me suis arrêté au bord de la route. J'ai fait signe au premier taxi qui passait, et je lui ai demandé de me ramener à mon hôtel, d'où je n'allais plus sortir pendant au moins 3 jours. Mais le plus fou dans toute cette histoire, c'est que cette folle d'Angelica m'a recontacté, ensuite pour s'excuser de ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle avait adoré passer du temps avec moi et qu'elle voulait vraiment me revoir. C'est à ce moment-là que j'ai
compris que cette fille était complètement dérangée et qu'il y avait quelque chose de tordu chez elle, comme si elle prenait plaisir à voir deux hommes se battre pour elle. Cette fille était une manipulatrice, une menteuse, une infidèle, et profondément instable. Je lui ai envoyé un seul message. Je lui ai dit de ne plus jamais me contacter. Puis j'ai supprimé son numéro. Heureusement, je n'ai plus jamais entendu parler d'Angelica. Mais cette expérience m'a fait réfléchir. Combien d'autres gars a-t-elle piégé dans ce jeu malsain? Et surtout, combien d'entre eux n'ont pas eu ma chance de pouvoir s'échapper à temps? Grâce à Dieu, je n'ai plus jamais vécu quelque chose de semblable. Mais depuis ce jour, chaque fois qu'une fille m'invite à passer la nuit chez elle, je ne peux m'empêcher d'être nerveux.